Bonjour Nathalie Hennick, merci Bonjour. de venir nous rejoindre à ABC Pensée. Alors, vous êtes né à Marseille en 1955 et dans Une histoire de France parue en 2018, vous disiez, c'est précisément l'année de Nuit et brouillard et l'année de parution du livre de Roger Icor, très lu à l'époque, Les eaux mêlées. Oui. Et vous allez nous dire pourquoi ce rappel en rapport avec votre date de naissance. Oui, j'ai découvert ça en fait en écrivant, en préparant Une histoire de France, qui est donc l'histoire de mes deux familles, l'une juive émigrée d'Ukraine et l'autre alsacienne émigrée d'Alsace, pour des raisons n'ayant rien à voir avec la première, puisque la seconde famille est protestante, et donc émigrée d'Alsace pour des raisons liées à la guerre de 70. Et donc c'est une histoire croisée de deux émigrations et de deux choix de la France comme patrie, d'où le titre du livre Une histoire de France. Donc oui, j'ai découvert en réfléchissant à ce double parcours à quel point les eaux mêlées de Roger Icor, dont ma mère me parlait avec beaucoup d'enthousiasme quand j'étais petite, a été important au sens où ça a permis à ces familles issues de mariages mixtes d'accepter, voire de justifier l'idée qu'une solution possible au problème de l'antisémitisme, au problème qui se posait face à la question du judaïsme après la guerre, pouvait être tout simplement les mariages mixtes et donc de noyer, si on peut dire, le judaïsme dans la mixité. Et c'est contre cette idée que j'ai fait cette sorte de remontée généalogique parce que pour moi ça a été très important de retrouver un lien avec mon identité juive tout en ne lâchant rien de mon côté protestant. Hein. Les deux sont évidemment là. Mais c'était cette idée du partage des eaux, vous savez, la fameuse ligne de partage des eaux qu'on voit dans les paysages, cette idée que je suis le produit du mélange de ces deux eaux, juives et protestantes, et qu'en même temps, j'ai besoin, pour reconstituer mon histoire, de refaire le partage entre les deux et de comprendre ce qui provient de mon héritage juif et de mon héritage protestant, qui sont tous les deux des héritages de marginalité, hein, puisque ce sont des religions marginales, et qui en même temps m'ont donné un héritage totalement non religieux, puisque compte tenu de ces différences d'origine, il n'était absolument jamais question de religion à la maison, ce qui a été ma chance, parce que je dis toujours que j'ai la chance de ne pas avoir de religion, et je pense que c'est vraiment ma chance. Bon. 55, il faut penser aussi que c'est vraiment la fin de la vague, si on peut dire, du baby-boom, et c'est très important parce que j'ai vraiment à la fois bénéficié et pâti du fait que j'arrivais toujours en dernier. Hein, j'étais toujours à la fin d'un mouvement. C'est-à-dire que j'ai à la fois dans ma carrière professionnelle bénéficié de ce qui restait, de ce qui s'était fait autour du monde intellectuel, du monde universitaire, du monde éditorial lié à l'après-guerre, et en même temps à un moment où c'était en train de disparaître, quoi. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir été une sorte pas le dernier des justes, mais j'allais citer oui, pas non plus de survivante, ce serait déplacé, mais d'ultime bénéficiaire d'un temps qui a été absolument florissant quelques années avant que j'arrive, quoi. Voilà. Alors avant de venir à votre enfance et à vos premières années de scolarité, parlez-moi quand même de vos parents. Vous venez de le dire, un père juif, issu d'une lignée, on va préciser, les Benioumov, venus d'Ukraine, s'étant exilés à Oran au début des années 1880, puis à Marseille à la fin des années 90. Et cette lignée, vous en avez retrouvé, disons, le maximum de traces, puisqu'il y a évidemment des traces manquantes qui sont illustrées dans votre livre par justement des carrés blancs, comme des photos manquantes. Mais racontez-nous comment vous en êtes venu finalement à remonter aussi loin dans le temps, et puis peut-être qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui face à ce qui se passe en Ukraine
d'être remonté en quelque sorte à cette source-là? Il faut dire que mon père adorait raconter les histoires de famille et que c'était un très grand conteur. Donc il nous tenait en haleine pendant des heures avec les histoires de cette famille nombreuse, puisque mon arrière-grand-père Bensi Benyoumov était l'aîné d'une fratrie de 10 enfants, dont un adopté dans des conditions de misère pas possible. Vraiment. Et évidemment, c'était une saga magnifique, puisque Bensi, arrivant totalement dans un très grand dénuement à Marseille à la fin du 19e siècle, donc avec son père et sa mère et ses frères et sœurs, a réussi en quelques années, avec son beau-frère, à créer d'abord une casquetterie, enfin une petite fabrique de casquettes, puis une grosse, puis etc. Enfin, et en une génération, ils sont devenus riches, enfin, ils ont vraiment fait fortune. Et donc, et puis c'est une fortune qui s'est totalement anéantie pendant la guerre, la Seconde Guerre, puisqu'il a été déporté, comme je le raconte, et qu'il n'est pas revenu, que les biens ont été aryanisés. Enfin bon, c'est une histoire passionnante et poignante d'ascension extraordinairement rapide et spectaculaire, suivie d'une catastrophe liée à la Seconde Guerre mondiale. Bon. Et donc mon père racontait très bien et beaucoup ces histoires-là, donc moi j'avais été évidemment biberonnée à cette saga, et j'étais un petit peu la dépositaire de la mémoire, puisque il m'avait confié, et puis un cousin m'avait confié, enfin les gens voyaient dans la famille que je m'intéressais à ça, et donc j'étais un peu la dépositaire des documents. Et puis quand j'ai voulu remonter toute cette histoire, j'avais à ma disposition pas mal de choses que j'ai utilisées, puis des choses que je suis allée chercher, bien sûr, puisque on trouve toutes sortes d'actes de naissance, enfin d'actes administratifs assez facilement. Et donc j'ai pu remonter cette histoire, et puis tenter aussi de remonter en parallèle l'histoire de ma grand-mère maternelle et de sa vie un peu triste et ratée, avec cette nostalgie permanente de l'Alsace perdue, qui a marqué aussi toute sa vie. Mais alors, votre arrière-grand-père et votre arrière-grand-mère de la lignée des Benyoumov, ils ont été donc arrêtés en pleine nuit par des gendarmes français le 23 janvier 1943. Et on parle souvent des silences de l'après-guerre. Votre père, par exemple, cette arrestation-là, il vous en a parlé absolument. Très vite. Ah, oui. Il en parlait avec beaucoup d'émotion, et même avec des insultes contre ces salopards de policiers français qui, en pleine nuit, étaient venus arrêter ses grands-parents qu'il adorait, donc grands-parents qui étaient déjà âgés, qui avaient l'âge de la retraite. Et ce qui est étrange, c'est qu'il m'a toujours dit, et ils sont morts à Auschwitz. Ils ont été assassinés à Auschwitz. Or, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mon arrière-grand-père Bensi a été emmené à Compiègne, où il est resté 2 mois, puis à Drancy, où il est resté 3 semaines, puis à Sobibor, où il a fait partie, évidemment, personne n'est revenu. D'où personne n'est revenu, voilà. Et son épouse, mon arrière-grand-mère, est morte dans le convoi entre Marseille et Compiègne. Faute de soins, tout simplement. 3 nuits, elle était diabétique. Bon. Donc ça, je savais qu'elle était morte dans le convoi pour Compiègne, mais c'est étrange. À l'époque, Klarsfeld n'avait pas encore fait son travail. Et donc, à l'époque, Auschwitz, c'était un peu le mot symbolique de la déportation, alors qu'on n'avait pas vraiment de détails. Et c'est en cherchant les documents sur tout ça que j'ai appris que c'était pas Auschwitz mais Sobibor, que j'ai eu exactement la date, le numéro du convoi, etc. Donc tout ça était un peu comme un brouillard pour mon père, qui était chargé d'émotions et de révolte. Je crois que la seule chose qui m'a transmise du judaïsme, c'est l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et de la déportation, alors qu'il n'y avait plus aucun héritage religieux. Voilà. Et puis il m'a aussi transmis la fierté de cette famille qui avait extraordinairement réussi grâce à son grand-père. Alors, vous dites, c'est ce qu'il restait chez lui, disons, de son héritage juif, mais c'est peut-être un peu plus compliqué que cela, parce que vous le soulignez vous-même, vos parents, votre père et votre mère se sont connus, ils avaient 22 ans, et bon, c'est un mariage mixte, puisque par définition, votre mère est d'une lignée protestante et votre père d'une lignée juive ukrainienne, fier de devenir français. Mais lorsqu'ils se marient, il n'y a pas de mariage.
Enfin, il y a un mariage à la mairie, mais c'est Oui, tout c'est sauf un mariage juif. C'est la deuxième photo manquante. En fait, la première photo manquante, c'était une très très belle photo que m'avait confiée mon père. C'est un exemplaire unique d'une photo de la famille Benioumov au début du XXe siècle à Marseille, ayant probablement réuni tout son argent pour aller se faire photographier dans leurs meilleurs atours chez le photographe. Bon. Et c'est une photo que j'ai perdue dans un déménagement, donc ça a été pour moi tragique. Et je pense que l'écriture de ce livre était une façon de compenser cette perte. Et la deuxième photo manquante, c'est que j'ai mis très longtemps à comprendre qu'il n'y avait pas de photo du mariage de mes parents, ouais. Et à me demander pourquoi. Et en fait, en interrogeant ma mère, j'ai compris que c'est parce que mes grands-parents paternels, donc il y avait le côté Benioumov pour ma grand-mère, ouais. Et son mari Lazarenik, donc mon grand-père, qui lui venait de Roumanie, qui évidemment était non seulement mécontent de ce mariage mixte, mais surtout très mécontent que mon père ne veuille pas de contrat de mariage, alors qu'il y avait une très grande différence de fortune, puisque la mixité n'était pas seulement religieuse, mais aussi économique et sociale, mon père étant riche et ma mère étant pauvre. Bon, parce que ma mère venait d'une très bonne famille bourgeoise d'Alsace, mais en déclin. Et donc, il y avait une mixité aussi sur le plan économique, et du coup, mon grand-père Lazarenik n'a pas supporté qu'il n'y ait pas de contrat de mariage et a refusé de se rendre au mariage, et donc a refusé de faire le beau mariage que l'on pouvait espérer. Donc, pas de photo de mariage, et c'est en écrivant le livre que j'ai compris pourquoi. Alors, pas photo mariage, peut-être on peut anticiper, vos parents, si j'ai bien compris, se sont séparés 20 ans après. Ils ont divorcé, oui, 20 ans après. Oui. 20 ans après. 22 ans, oui. Oui. Alors, votre père, précisément, alors, vous dites qu'il aurait rêvé d'être écrivain, à l'imitation de Joseph Kessel, et que finalement, bon, il s'est résolu à diriger l'usine de votre grand-père. Est-ce que c'est une vraie blessure pour lui ? Oui, parce qu'en fait, il rêvait surtout d'être journaliste, en fait. C'était ça, journaliste comme Kessel, hein, c'était ça. C'est ça, c'était oui. son rêve. Hein. Oui. Et il a fait un petit stage dans le journal local, et puis il n'était pas payé, et dans cette famille de commerçants, ne pas être payé, ça n'allait pas, quoi. Et donc, son père, mon grand-père, l'a persuadé d'arrêter, quoi. Ça n'allait pas. Et bref, il a repris la fabrique de vêtements pour enfants, qui était issue de l'ancienne fabrique de casquettes de mon arrière-grand-père. Et pendant 10 ans, il a été chemisier. Il a vendu des chemises dans une chemiserie sur le Vieux-Port à Marseille, une belle chemiserie, hein, c'était un beau magasin. Mais il a été commerçant en rêvant de devenir écrivain. L'équivalent de ce qu'on voyait à Paris, les 100 000 chemises, vous vous souvenez ? Oui, et d'ailleurs, son magasin, quand il l'a vendu, a été repris par le fondateur des 100 000 chemises. Voilà. Je fais une petite incise, mais ce fondateur s'appelait M. Pilosov, c'était un juif émigré de Bulgarie, qui, lorsqu'il était jeune ouvrier à Marseille, dans la fabrique de mon arrière-grand-père, à la fabrique de casquettes des Benioumov, est allé demander un jour au patron, mon arrière-grand-père, bon, Bensi, la main de sa fille, donc celle qui allait devenir ma grand-mère, et mon arrière-grand-père lui a dit « Jeune homme, revenez quand vous aurez fait fortune ». Il est parti, il a fait fortune, et il a pu racheter le magasin du fils de Stasia, donc mon père, en 64 ou 65 quand il l'a vendu. Bref, mon père a fait une chose assez atypique, il a vendu sa chemiserie pour pouvoir devenir écrivain. Et puis ça n'a pas vraiment marché, il est devenu journaliste, qui était quand même réalisé une partie de son rêve. Et puis ensuite, ça s'est beaucoup moins bien terminé parce que, bon, voilà, il n'a pas vraiment réussi. Mais il a quand même pu écrire, ce qui était son rêve. Est-ce que, j'allais dire, les difficultés, voire l'échec en quelque sorte du mariage, mais enfin bon, relatif, ils sont quand même restés 20 ans ensemble. Vous avez l'air de suggérer que votre mère, en acceptant de devenir femme au foyer, en quelque sorte, n'a pas forcément fait le bon choix. Ah ben, pour elle, c'était un peu comme le renoncement de mon père à devenir journaliste ou écrivain pour faire comme ses parents, c'est-à-dire être commerçant. Pour ma mère, c'était le renoncement à devenir une intellectuelle, parisienne si possible, et le renoncement consistant à faire comme sa mère, c'est-à-dire femme au foyer. Hein. C'était dans les deux cas une déception,
et une régression par rapport à leurs rêves. Donc oui, ma mère a finalement abandonné ses études d'histoire à la fac d'Aix-en-Provence pour épouser mon père. Elle n'avait pas un sou, hein, donc de toute façon, la vie n'était pas drôle. C'était donc ils se sont mariés en 50, hein, donc ils ont dû se connaître en 49. Et voilà, et donc elle s'est résignée, hein, d'une certaine façon. Elle s'est résignée. Et vous-même, vous diriez que vous avez été marqué par leur rupture, puisque vous dites que leur rupture fut dramatique, c'est un mot fort. C'est pas oui, ce qu'on appelle, tous les divorces, Balzac parlait des divorces élégants. Comme tous les divorces, oui. C'est toujours je crois que c'est d'autant plus dramatique que la seule chose qui pouvait justifier le mariage mixte, c'est-à-dire le fait que mon père avait rompu une chaîne de plusieurs milliers d'années, hein, la chaîne de la généalogie juive, c'était le premier qui avait rompu cette chaîne. Et je pense que la seule chose qui, à ses yeux, pouvait le justifier, c'était l'amour. Hein, c'était l'amour. Or, dès lors que cette justification n'existait plus, la rupture de la chaîne était vraiment était tragique. C'est très intéressant le fait que, par l'intermédiaire de votre lecture des mémoires de Vidal-Naquet, justement, vous insistez très justement sur ce que ça peut signifier pour ces générations-là de briser la tradition. Briser la tradition, oui, c'est en lisant, en préparant l'exposition que j'avais faite en 2018 au lieu de mémoire du Chambon-sur-Lignon sur les écrivains et les penseurs qui ont séjourné pendant une génération dans la région du Chambon, dont Vidal-Naquet, qui était adolescent à Saint-Agrève, donc près du Chambon, exactement au même moment que mon père, et venant comme lui de Marseille, et comme lui, marqué par la déportation donc de ses parents pour Vidal-Naquet et de ses grands-parents pour mon père. Et donc c'est en lisant les mémoires de Vidal-Naquet que j'ai eu les détails de la façon dont ils sont repartis de Saint-Agrève à Marseille en septembre 1944. Hein. Et voilà, et la façon dont ça s'est passé. Donc c'était assez étrange de devoir lire les mémoires de quelqu'un que j'admirais beaucoup. Comme une superposition. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on retrouve Nathalie Hennig. Pendant toutes ces années, disons les premières années du mariage de vos parents, vous êtes, disons, à Marseille. Et comment ça se passe votre enfance et votre adolescence ? Alors, je crois que j'ai été sauvée par l'école parce que j'ai adoré l'école primaire. J'étais dans une petite école qui est vraiment un emblème de l'école de la Troisième République. Hein. On avait encore des tabliers en Vichy rose. C'était une école de filles, évidemment. Et j'étais très bonne à l'école et je pense que ça me consolait d'une atmosphère familiale qui était en fait... difficile. Très toxique, dont je ne me rendais pas compte à l'époque, mais je l'ai compris après coup. Donc c'est un bilan très contrasté, où l'école était un bonheur. J'avais la chance d'être extrêmement créative, donc toute petite, j'écrivais, je lisais, je tricotais, je cousais, je peignais, enfin bon, j'étais bizarrement dotée d'une créativité dont je n'ai jamais compris d'où elle vient, mais qui m'a, je pense, beaucoup aidée. À 10 ans, j'ai décidé que je deviendrais écrivain et qu'il fallait donc que je tape à la machine. Donc j'ai pris une vieille méthode de ma mère et une petite machine à écrire qui lui appartenait. J'ai appris à taper avec tous mes doigts, ce qui me sert beaucoup encore aujourd'hui. Bon. Donc j'avais vraiment une idée assez nette quoi, que ce qui m'intéressait, c'était lire et écrire. Quoi. En gros, à 10 ans. Bah oui, je voulais devenir écrivain à 10 ans et j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Donc, et puis la lecture était une passion. Donc voilà, comme beaucoup, j'ai été sauvée par la lecture, aussi par le cinéma. J'ai eu une grande chance à l'âge de 12-13 ans. Donc là, vous êtes déjà au lycée Perrier. Au lycée Perrier, voilà. Vous avez fait toutes vos études secondaires au lycée Perrier, qui était le lycée du coin. Quoi. Donc c'était un peu compliqué parce que c'était un lycée assez bourgeois et notre famille n'était pas très bourgeoise. Donc du coup, il y avait un décalage qui a peut-être ensuite nourri mon intérêt pour la sociologie. Mais bon, enfin, j'étais pas à l'aise, quoi, socialement, avec mes condisciples. Et j'ai eu cette chance incroyable que
à 12-13 ans, le cinéma de quartier qui était à côté de chez nous, en bas de chez nous, s'est transformé en un cinéma d'art et essai et qui a eu une programmation extraordinaire de cinémathèque, quoi. Et que, comme c'était tout près, mes parents m'autorisaient à y aller toute seule, hein, puis ça coûtait rien. Et donc, je me suis fait toute seule, comme ça, une culture cinématographique incroyable. Et ça m'a donné... Ça vous a porté. C'est-à-dire, à la fois, ça m'a donné la passion du cinéma. Je pense que ça m'a aidé à me transporter dans d'autres vies. Et ça m'a surtout aidé ensuite à aller à Paris, puisque c'est grâce à cette passion du cinéma qu'ensuite... à la fin de mes études de philo, je monterai à Paris pour devenir pigiste au Cahier du cinéma. Ah oui, quand vous montez à Paris, donc vous devenez, ponctuellement, pigiste au Cahier du cinéma. Ça m'avait échappé, donc vous avez connu Serge Danet, Serge Toubiana. C'est lui qui m'a fait travailler, Serge Toubiana aussi. Oui, j'ai passé 4-5 ans de pigiste au Cahier avant de m'en éloigner. Voilà. C'est-à-dire, oui, c'était les années... il y avait Pascal Bonitzer... Voilà, Pascal Canet. Et c'était les années où ils essayaient de sortir du trou maoïste et du trou lacanien, les deux à la fois. Ça fait beaucoup. Et de remonter, en fait, la revue, quoi, qui était en train de couler. Et donc là, du coup, vous aviez la possibilité, la chance d'aller régulièrement aux projections et de suivre la production cinématographique. J'ai même fait le Festival de Cannes avec une accréditation. Ah, très bien. Alors, j'aimerais quand même avoir une explication, parce qu'à chaque fois que j'ai un sociologue ou un anthropologue, disons, devant moi, un ou une, ils me disent, j'ai commencé par la philo et après j'ai fait sociaux. Et c'est encore votre cas. Oui. Maîtrise de philo à Aix-en-Provence et après la philosophie, la socio. Oui. Alors comment se fait-il? Bourdieu, évidemment. Bourdieu a commencé à faire de la philo et a fait de la socio. Oui, beaucoup de sociologues français sont passés par la philo pour des raisons très compréhensibles liées à l'histoire de la discipline sociologique qui est plus tardive. Qui a mis longtemps à s'autonomiser par rapport à la philo. Mais moi, il se trouve que j'étais plutôt bonne en terminale en philo. J'avais un très bon prof de philo et qui m'a dit tu devrais faire Hippocane. Je ne savais pas ce que c'était. Il m'a expliqué. Moi, j'étais très très paumée par rapport à tout ça. Puis j'ai fait 2 mois d'Hippocane et puis j'ai décidé que c'était pas pour moi parce que j'en avais marre de me lever tôt le matin et que j'avais envie de la vie d'étudiante. J'étais à Aix donc et là donc je suis passée en fac de philo. J'ai eu la chance d'être dans ce département de philo à l'époque où il était dirigé par Gilles Gaston Granger. Et donc j'ai eu quand même des enseignements d'épistémologie qui m'ont beaucoup intéressée. Je me suis beaucoup intéressée notamment à la sémiologie et à la linguistique. C'était vraiment la seule chose qui m'a intéressée. Gilles Gaston Granger qui a écrit Philosophie du style. Absolument, oui. Et qui était un très bon épistémologue. Oui, et donc, voilà, j'avais aucun intérêt pour la métaphysique qui m'a toujours ennuyée à mort. Bon. Donc, j'étais pas du tout faite pour la philo. Amie de l'absolu. Pas du tout, du tout. Je me souviens d'être sortie d'un cours sur Platon en disant à la prof, mais Platon c'est chiant, voilà. Donc j'étais pas du tout faite pour ça. Et donc j'ai quand même passé une maîtrise de philo, mais parce que c'était sur un thème lié à la linguistique. Donc voilà, c'était un peu marginal par rapport à la philo. Et j'ai découvert la sociologie pendant mes études de philo en lisant la revue de Bourdieu, Actes de la recherche en sciences sociales, qui venait de se créer et qu'un ami m'avait signalé. Et là, tout d'un coup, j'ai eu cette revue entre les mains et je me suis dit « mais c'est ça que je veux faire ». Ah oui ? Ah oui, ça a été la révélation. Je ne connaissais rien à la socio, j'en avais jamais fait. Et je me suis mise à lire de la sociologie, je me suis mise à lire Bourdieu. J'ai donc fait ma maîtrise à partir d'un article de Bourdieu, en fait. Et quand mon rêve est évidemment de faire une thèse à l'école des hautes études en sciences sociales, parce qu'à l'époque, c'était... ce que vous avez fait. Ça me paraissait très, très chic. Et donc, comme je n'étais pas sociologue, j'ai proposé un sujet à Hubert Lamiche, qui m'a dit... On est déjà dans le rayon art, là. Oui, parce que... Alors ça, c'est grâce à ma mère, qui était passionnée par l'art et qui m'avait donc qui travaillait dans un musée à Marseille, et donc qui m'avait transmis sa passion pour l'art. Et donc, j'avais concocté un sujet très ambitieux que j'avais soumis à Hubert Lamiche, qui m'avait dit moi, ça ne m'intéresse pas du tout, mais c'est pour Bourdieu. Bon. Donc, je l'avais envoyé à Bourdieu, qui m'avait
téléphoné en me disant « Écoutez, ce sujet est excellent, mais il faudrait toute une équipe de recherche pendant 2 générations pour le traiter, donc non, je ne peux pas vous prendre. Et puis j'ai trop d'étudiants, j'arrête, c'est pas possible. » Non. Et du coup, au téléphone, j'ai improvisé un autre sujet qui était avec, évidemment, un côté très bourdieusien. Alors je crois que c'était transformation du champ de la peinture et profit de distinction. Mais on est déjà dans la sociologie de l'art. Alors on est dans la sociologie de l'art. Et là, il a réfléchi 2 secondes et puis il m'a dit bon, allez, d'accord, appelez ma secrétaire, c'est bon. Et mon destin s'est joué là-dessus, quoi. Et donc je me suis inscrite en DEA, c'était ce qu'on appelait le DEA à l'époque, hein, puis en thèse avec Bourdieu, et j'ai fait donc ma thèse sur le changement de statut des peintres à l'âge classique, donc le passage du statut d'artisan au statut d'artiste. Et c'est comme ça que je suis devenue sociologue. Ah, vous êtes devenue sociologue, et comment s'est passée vos relations avec Pierre Bourdieu après avoir soutenu une thèse donc avec lui en 1981? Oui, c'est ça. Donc, mes 4 années de thèse étaient formidables parce que j'assistais au séminaire et que c'était vraiment la découverte, c'était l'ébullition, c'était la fin des années 70. Donc, c'était un moment où Bourdieu n'était pas encore reconnu comme il le sera ensuite, avait le sentiment d'être un marginal et nous transmettait l'idée que nous étions un peu un cercle d'initiés. Hein. Je raconte ça dans un petit livre qui s'appelle « Pourquoi Bourdieu ?», où je parle à la fois de sa pensée et de sa personne et du lien entre les deux, et des raisons pour lesquelles il est devenu tellement célébré. Donc moi j'étais absolument sous le charme, hein, c'était mon maître, j'étais sa disciple, enfin il n'y avait aucune ambiguïté. Et puis les choses se sont très vite dégradées, j'ai pas compris pourquoi au début, et en fait j'ai compris rétrospectivement, c'est que j'avais eu la naïveté de lui suggérer de publier un article de Pierre Vidal-Naquet dans Actes de la recherche en sciences sociales, alors que sans que je le sache, bien sûr, Vidal-Naquet était la bête noire de Bourdieu. Pourquoi ? Parce que ils étaient de la même génération, ils pouvaient être considérés comme un petit peu rivaux, mais surtout parce que Vidal-Naquet avait pris des positions très fermes contre la guerre d'Algérie, sans avoir été vraiment un porteur de valise, mais il avait beaucoup dénoncé la torture, etc. Alors que Bourdieu, pendant la guerre d'Algérie, écrivait les discours du gouverneur de l'époque, puisqu'il était en coopération à Alger. Voilà. Donc je pense que Bourdieu a gardé un sentiment d'être passé à côté de l'histoire. Hein, et je suppose, c'est l'hypothèse que je fais dans Pourquoi Bourdieu, que c'est cette frustration qui l'a amené ensuite, 20 ans plus tard, ou voire 40 ans plus tard, à renchérir dans la radicalité. On se souvient de son image montée sur une locomotive au moment des grandes grèves de 95, exactement comme Sartre montera sur un tonneau au moment des grèves chez Renault, je pense par compensation du sentiment qu'il était passé à côté de l'histoire en n'ayant pas été dans la résistance pendant la guerre. Je pense que tous les deux, avec un décalage de 15 ans, ont eu le sentiment d'être passés à côté de ce qu'ils auraient dû être dans un moment historique, donc la résistance pour Sartre et l'opposition à la guerre d'Algérie pour Bourdieu, et qu'ils ont compensé par une sorte de fuite en avant radicale. C'est l'hypothèse que je fais. Mais bref, donc du coup j'avais fait une gaffe tout simplement, j'avais parlé en bien d'un ennemi ou d'un non-ami, parce que Bourdieu était vraiment dans une logique où on était... Ami-ennemi. Oui. Ah oui. Et si on avait le malheur de serrer la main d'un ennemi, on était fichu, quoi. Donc j'ai été mise à distance sans comprendre pourquoi. Cela dit, c'était une époque où je n'avais pas de poste, puisque je suis restée hors statut pendant 5 ans, après ma thèse. Je ne suis entrée au CNRS qu'en 86. Et donc ça a été compliqué, donc j'étais vraiment tenue, on me faisait comprendre qu'il valait mieux pas que j'aille au séminaire, et en même temps ça a été ma chance, puisque ça m'a permis d'aller voir ailleurs, ça m'a permis de vivre de contrats de recherche qui m'ont obligée à apprendre le métier, puisque jusqu'alors je ne connaissais que la sociologie de Bourdieu, et donc j'ai vraiment appris la sociologie sur le terrain, en faisant toutes ces enquêtes, et je pense que ce moment très très dur à vivre, qu'a été cette période noire du début des années 80 où je courais après 3 sous pour pouvoir payer mon loyer, a été en même temps, c'est le moment où toutes mes idées de livres me sont venues, par exemple. Ça a été un moment d'éclosion intellectuelle, et je continue à vivre
sur les idées que j'ai eues à l'époque. Ah oui. Oui, oui. Ah, vous savez, Serge Danet, que vous avez fréquenté, disait « on revient toujours au point de départ Ah oui. ». Enfin, tout dépend où on situe le départ pour chacun. Pour chacun. Mais alors, il se trouve que, bon, vous êtes quand même... vous avez rejoint la sociologie de l'art et votre premier livre, je crois, si je me trompe, c'est un livre sur Van Gogh. Oui, 91, 91. La gloire de Van Gogh. En fait, ça a été, d'une certaine façon, l'acmé de mon éloignement de Bourdieu, mais sans que je le sache. Vous savez, moi, j'ai toujours le sentiment d'avoir fait les choses sans comprendre ce que je faisais et en passant à côté de ce que j'étais en train de faire. J'étais un peu comme Fabrice à Waterloo. J'étais au milieu du terrain, mais je voyais rien. Et donc, vous n'êtes plus comme ça maintenant? Si. Ah bon? Bah, peut-être moins qu'avant, mais, Oui, mais j'ai vraiment passé une très longue année de ma vie en n'ayant pas conscience de là où j'étais. Et notamment, j'ai écrit La gloire de Van Gogh sans me rendre compte que c'était vraiment un manifeste anti-bourdieusien. Et alors, c'est les bourdieusiens qui me l'ont dit en me disant « mais tu sais, c'est une machine de guerre contre Bourdieu ». Bon, moi, je n'avais pas du tout eu le sentiment de faire un livre anti-Bourdieu. J'avais juste eu le sentiment de découvrir quelque chose de magnifique à l'occasion du centenaire de la mort de Van Gogh et de comprendre les mécanismes de l'admiration et de la construction de la singularité telle que je le décris dans ce livre. À tel point que le livre est sous-titré « Essai d'anthropologie de l'admiration ». Absolument, parce que je ne voulais pas... Alors, j'avais quand même conscience que je ne faisais pas de la sociologie critique. Et donc, j'ai voulu utiliser le mot d'anthropologie pour qu'on comprenne bien qu'il ne s'agissait pas de faire une énième critique de la mauvaise admiration ou de la mauvaise reconnaissance, etc. Bon. Donc, le mot anthropologie était vraiment choisi pour se décaler par rapport à la sociologie critique. Mais dans ma grande naïveté, je pensais que ce que j'avais découvert était tellement intéressant que Bourdieu serait convaincu, vous voyez. Bon, pas du tout, ça n'a pas aidé. D'ailleurs, ce qui n'a pas non plus aidé, c'est que Jérôme Lindon, à qui j'avais envoyé le manuscrit directement, sachant que Bourdieu ne me le prendrait jamais parce que ça faisait des années qu'il ne me publiait plus, qu'il ne répondait pas à mes envois, etc. Bon. Et donc, j'avais envoyé directement à Lindon, qui m'avait demandé si ça ne m'ennuyait pas qu'il le publie dans la collection Critique plutôt que dans la collection Le Sens commun, qui était la collection de Bourdieu. Et donc, j'étais très honorée de publier dans Critique, qui avait abrité de très grands auteurs. Et ça a été, paraît-il, perçu comme la énième... l'offense que Bourdieu n'a pas supportée, et c'est comme ça qu'il est parti au seuil. Voilà. D'accord. Voilà. Donc Lindon m'a rendu responsable. Mais votre livre « Pourquoi Bourdieu » est paru chez Gallimard. Oui, parce que 2007, Pourquoi Bourdieu, ça, 2007, c'est ça, c'est longtemps après. Voilà. Pourquoi? Parce que pour des raisons éditoriales compliquées, je suis passée de minuit chez Gallimard, et donc voilà. Donc là, on comprend comment, en quelque sorte, vous devenez sociologue. Mais ma question, ça serait pourquoi, à un moment donné, justement, alors que vous êtes parti plutôt pour écrire, soit sur la visibilité, soit sur l'art contemporain, soit etc., vous éprouvez, disons, là pour le coup, le besoin d'intervenir plus précisément dans le débat public, et notamment quelque chose qui est un peu surprenant, en tout cas en tant qu'observateur, au moment du Pax, par exemple, au moment de la parité. Pourquoi vous estimez que, là vous sortez un peu de votre rôle de sociologue, et vous publiez des tribunes, enfin collectives ou pas, mais sur... Oui, alors dans les années 90, j'étais assez loin de ces questions d'engagement, mais cela dit, j'avais été très confrontée à cette question-là, du fait qu'ayant beaucoup publié sur l'art contemporain, c'était toute la période où j'ai développé mon travail sur l'art contemporain, j'étais sans cesse confrontée à des gens qui exigeaient de moi que je prenne parti dans la querelle pour ou contre l'art contemporain. Et moi, je refusais totalement de prendre parti en disant « mon rôle est de comprendre les raisons pour lesquelles il y a la querelle et pas de m'engager dedans ». Donc ça a été très compliqué de faire comprendre à tous ces gens que je n'étais ni pour ni contre l'art contemporain. Et du coup, j'en ai tiré une très forte sensibilité à cette question de la neutralité qui me paraît vraiment à la condition sine qua non pour Vous n'aviez pas envie, excusez-moi de vous couper, mais ça me rappelle
le bouquin de Jean Baudrillard, où la plaquette « L'art contemporain est nul ». Exactement. Vous n'aviez pas envie de vous prononcer dans un... C'était tout sauf faire du Baudrillard. Hein, voilà. Donc, je me suis beaucoup battue pour défendre le droit et même l'obligation pour un chercheur de ne pas prendre parti dans les querelles qu'il analyse. Bon. Et j'en ai tiré le dernier chapitre d'un petit livre d'épistémologie qui s'appelle « Ce que l'art fait à la sociologie », qui est sorti en 98, au même moment que le triple jeu de l'art contemporain, qui était vraiment mon premier grand livre sur l'art contemporain. Les deux sont parus chez Minuit. Et au dernier chapitre de « Ce que l'art fait à la sociologie », ce dernier chapitre s'intitule « Pour une neutralité engagée ». Et donc il milite pour l'importance de la neutralité du chercheur, ce que Max Weber appelle la neutralité axiologique, c'est-à-dire la suspension du jugement de valeur du chercheur dans le cadre de ses fonctions de chercheur ou d'enseignant. Et en même temps, j'explique que c'est grâce à cette neutralité que l'on peut agir sur le monde de façon sans doute beaucoup plus efficace que si on prenait parti. Parce que j'explique comment mes analyses du monde de l'art contemporain ont permis, selon les témoignages que j'en ai eus de certains lecteurs, à beaucoup de gens de beaucoup mieux comprendre comment les choses, la raison des problèmes qui se posent, et de pouvoir se prononcer en connaissance de cause. Et j'allais dire, et comprendre aussi qu'il n'y a pas que Jeff Koons. Qu'il n'y a pas que Jeff Koons, et surtout de comprendre les arguments des autres. Bien sûr. Et de sortir de l'invective et d'avoir une relation un peu plus apaisée et un peu plus dialogique avec ceux qui ne pensent pas comme eux. Et de ce point de vue-là, je pense que la neutralité du chercheur peut avoir des effets sociaux extrêmement positif que n'a pas forcément l'engagement. Mais bref, donc j'avais d'ailleurs publié dans Questions de communication un long article qui avait donné lieu à toute une discussion avec différents chercheurs sur cette question de la neutralité. Donc j'étais très sensibilisée à ça à ce moment-là, mais par ailleurs, j'étais sensibilisée à des questions de ce que j'ai appelé de paradoxe permissif, dont je parle dans la conclusion du triple jeu de l'art contemporain, c'est-à-dire le moment où l'institution prend sur elle les contestations de l'institution elle-même. C'est ce qui se passe avec l'art contemporain, où les institutions culturelles acceptent les transgressions de frontières que proposent les artistes, et au lieu de leur opposer les frontières traditionnelles, élargissent les frontières pour y intégrer des propositions transgressives, et du même coup obligent les artistes à aller toujours plus loin dans la transgression, avec des effets très problématiques pour tout le monde. Bon. Et donc j'avais appelé ça le paradoxe permissif, qui est donc le moment où l'institution se défausse de son propre rôle institutionnel et accepte les contestations de sa propre position et de son propre pouvoir. Or, c'est exactement ce que j'ai retrouvé avec le Pax, c'est-à-dire l'institution du mariage qui accepte d'une certaine façon de se désinstitutionnaliser au profit d'une formule un peu bâtarde, disons. Et ma réaction à l'époque était de dire, premièrement, il y aurait des façons beaucoup moins problématiques de résoudre les problèmes qui se posent aux couples homosexuels, parce qu'il y a des problèmes et il faut les résoudre, et ça consisterait simplement à étendre les droits des concubins, à les étendre aux homosexuels et à les rendre plus effectifs. Et par ailleurs, la désinstitutionnalisation du mariage implique forcément la désinstitutionnalisation de la filiation, et implique à terme tous les problèmes de filiation que nous voyons se produire aujourd'hui. Depuis la PMA. Alors oui, mais tout ça est une conséquence de ces phénomènes de paradoxe permissif et de désinstitutionnalisation de l'institution du mariage qu'on a vu donc avec le mariage homosexuel, puis la PMA, aujourd'hui la GPA, et les innombrables problèmes qui ne cessent de se poser sur le plan juridique, sur le plan psychique, etc. etc. Donc c'était ça mon argumentation. Donc j'ai lancé un appel auprès d'une demi-douzaine de chercheurs qui est paru dans Le Monde, donc une tribune, ne laissons pas la critique du Pax à la droite, l'idée étant que moi j'ai toujours été de gauche et d'une gauche, disons, républicaine, laïque, universaliste, et c'était l'idée que le Pax méritait une critique qui ne soit pas seulement une critique réactionnaire de droite, mais aussi une critique progressiste, au sens où
à mon avis, être progressiste, être de gauche, c'est avoir avant tout le souci des plus faibles. Or, dans l'histoire, les plus faibles, c'est les enfants. Voilà. Et je pense que c'est la protection des enfants qu'il faut privilégier. Et comme par ailleurs, j'avais beaucoup lu de psychanalyse, voire de psychiatrie et de pédopsychiatrie, dans le cadre de ce livre « État de femme », dont on reparlera, qui va amener au livre Mère-fille avec Caroline Eliachev. C'était donc le moment où je baignais dans des lectures psychanalytiques qui m'avaient vraiment alertée sur les problèmes liés à la filiation. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à prendre ces positions. D'accord, donc vous diriez, rétrospectivement, après coup, comme disent les psychanalystes, que c'est finalement à partir de ce moment-là, avec le pacte, ce mariage pour tous, etc., que vous prenez conscience, enfin disons, de cette double polarité de façon beaucoup plus accentuée, et qu'en un certain sens, vous allez maintenir, disons, cette... Alors, pendant longtemps, je n'ai pas été très très loin dans les tribunes et dans les prises de position engagées. Pierre Nora m'a demandé à plusieurs reprises des articles dans le débat sur la politique culturelle, qui étaient donc des articles où je proposais des choses, donc ce n'étaient pas des articles de recherche, c'était plutôt des articles d'intervention, même si c'était très modéré, bon. Mais bon, je ne suis pas allée tellement plus loin que ça. Mais j'ai fait quand même de plus en plus d'interventions dans la presse. Sur le féminisme aussi. Oui, sur le féminisme. Dans Esprit. Dans Esprit, absolument, vous vous souvenez de ça. Oui. Mais disons que ça s'est accéléré dans les années 2010. C'est ça. Où j'ai eu pendant un an une tribune dans Libération, où j'ai fait quelques tribunes autour de le projet de suppression du mot race dans la Constitution, par exemple, autour des questions d'interdiction de la prostitution, enfin, aussi beaucoup sur des questions liées à la différence des sexes, à la sexualité et au statut des femmes, parce que j'avais été amenée à y travailler, notamment à partir de mon livre « État de femme ». Et donc, c'est vrai que mes travaux de sociologue, mes lectures, m'ont aidé à me faire des opinions un peu structurées sur des problèmes politiques, sur des problèmes sociétaux, qui m'ont amené à prendre des positions engagées. Mais mon souci a toujours été de clairement distinguer les deux et de ne jamais mélanger les arènes, comme on dit, confondre les arènes. Donc, quand je publie des prises de position engagées, c'est toujours dans la presse ou dans des revues d'opinion. En revanche, dans les revues scientifiques ou dans mes livres de recherche, je prends soin de toujours respecter totalement la neutralité. Voilà. Alors, éviter la confusion des arènes, mais encore une fois, pour un observateur ou une observatrice extérieure, parfois c'est un petit peu compliqué la guerre ou la guéguerre entre sociologues. Donc, ce que je voulais peut-être préciser pour clôturer ce parcours déjà bien ample, est-ce que vous arrivez encore à vous parler entre vous? Alors, j'ai cru comprendre, il y a eu des querelles avec Luc Boltanski, il y a eu des querelles, alors peut-être unilatérales parfois avec Korkuf, et il y a eu aussi, par exemple, je pense à quelqu'un qui serait peut-être utile de mettre à côté de vous ou face à vous, c'est Irène Théry. Vous n'êtes pas exactement sur les mêmes positions qu'elle, mais on a l'impression que vous pouvez encore vous parler. Oui, je pense qu'on n'a pas l'occasion de le faire, mais je pense qu'on le pourrait. On a été amis, on a été proches. Mais je vais revenir un petit peu en arrière, parce que j'ai eu la chance, alors c'est mon côté post-baby-boomeuse dont je parlais au début, j'ai eu la chance d'être la petite dernière dans des collectifs qui étaient déjà constitués. Donc j'ai été la petite dernière au séminaire de Bourdieu. Du coup, j'ai eu la chance d'être très protégée par les aînés qui plaignaient beaucoup cette jeune post-doc qui n'avait pas de poste, qui m'ont donc aidé à trouver des emplois, des enquêtes, etc. Bon. Et puis ensuite, donc, je suis entrée au CNRS dans le laboratoire de Luc Boltanski, qui était un des fidèles disciples de Bourdieu, mais qui faisait partie des disciples un peu moins fidèles que les autres. Il y avait vraiment deux groupes, les fidèles et puis les moins fidèles. Et donc Boltanski a pris beaucoup de liberté intellectuelle et il a vraiment opéré un mouvement très important
à la fin des années 80, qu'il a résumé dans un article intitulé « De la sociologie critique à la sociologie de la critique ». Ah oui. Et donc, Boltanski, pour moi, était extrêmement important à ce moment-là, puisqu'il m'a aidé, comme d'autres d'ailleurs, à sortir de ce moule de la sociologie critique dans lequel nous avions tous été élevés. Donc, j'ai fréquenté donc, l'équipe de Boltanski, puisque j'y étais associée à partir de 86 jusqu'à 98, et en même temps, j'ai eu la chance, peut-être parce que j'étais curieuse, d'aller fréquenter le séminaire de Bruno Latour, bon, dans la seconde moitié des années 80. Qui fait partie de vos voilà. influences non négligeables. Voilà, et donc j'ai eu cette double influence assez importante de deux chercheurs de grande ampleur, de grande envergure, qui tous les deux cherchaient à la même époque des voies de frayage hors de la sociologie bourdieusienne, pour aller un peu vite, hein, je ne sais pas si dirait les choses comme ça, mais... et donc, j'ai bénéficié de cette double influence. Il se trouve que, pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas détailler, les relations avec Boltanski se sont énormément détériorées, et qu'avec Bruno Latour, ça a été un peu compliqué parce qu'il a mal supporté un article que j'ai écrit dans Esprit sur sa sociologie, intitulé « Une sociologie très catholique ». Donc bon, ça ne lui a pas plu, mais ensuite, on s'est réconciliés, et voilà, on n'a pas l'occasion de se voir, mais on a des relations tout à fait amicales, même si je ne suis pas tout à fait en phase avec les derniers développements de sa pensée. Je pense que c'est un extraordinaire ethnologue, hein, de très très grande classe. Il m'a vraiment énormément influencée dans mes travaux de terrain, mes enquêtes. Enfin, j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir à la fois l'influence de Bourdieu, puis de Boltanski et de Latour. Or, Boltanski et Latour ont été les deux constructeurs, si on peut dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui en France la sociologie pragmatique. Oui, c'est ça. Voilà. Il nous manquait ce mot pour qui est très important, que là encore, je suis toujours comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. J'ai longtemps fait de la sociologie pragmatique sans le savoir, bon. Mais c'est vrai que j'ai compris tardivement l'importance de ce courant qui emprunte pour une part au pragmatisme de John Dewey, donc cette idée d'insister sur les capacités d'action des acteurs, bon, et non pas sur les déterminations structurales qui font partie du vocabulaire du structuralisme et notamment de Bourdieu. Bon. Capacité d'action et les prises qui nous sont offertes. Absolument, et les prises qui nous sont offertes. Et alors, du même coup, il s'est trouvé qu'en fait, moi, j'ai pas du tout été influencée par Dewey, qui n'est pas vraiment une lecture pour moi importante, mais en revanche, j'ai retrouvé ce que j'avais fait dans ma maîtrise, qui était une critique sociologique de la linguistique, où j'avais été biberonnée au pragmatisme linguistique. En fait, je me suis passionnée pour la linguistique via la pragmatique, c'est-à-dire le fait d'étudier la langue dans ses occurrences effectives en situation réelle, bon, et non pas dans des énoncés abstraits. En fait, toute la sociologie que je pratique, consiste à étudier des actions en situation réelle, et c'est, me semble-t-il, la bonne définition de la sociologie pragmatique. Donc, ce n'est pas les enquêtes par questionnaire, avec les grandes statistiques, c'est même pas les enquêtes par entretien, c'est l'observation des situations, et c'est ça qui me passionne, en fait. C'est ça que je retire, moi, de la sociologie pragmatique. Alors, mes collègues vont trouver que c'est une acception un peu particulière du pragmatisme, mais c'est comme ça que je le vois. Et vous diriez qu'en 20-30 ans, la situation s'est plutôt tendue entre collègues, ou les capacités ou c'est resté plutôt stable? Non, elle s'est beaucoup tendue. Alors, les bourdieusiens me considèrent comme une traître absolue, bon, surtout depuis que j'ai publié « Pourquoi Bourdieu ?» Bon, ils n'ont pas tort, hein, mais bon, je pense que c'est moi qui ai raison. Bon, J'explique dans Pourquoi Bourdieu que Bourdieu a apporté des choses remarquables, un héritage extraordinaire dont je continue à me servir, mais il a aussi apporté des choses catastrophiques. Bon, et dans mon dernier livre, La valeur des personnes, j'essaye d'expliquer en quoi ce sont des ornières qui nous bloquent. Bon. Donc je n'ai pas un bilan unilatéral, j'ai un bilan contrasté de la sociologie de Bourdieu, qui est à la fois formidable et très problématique. Bon. Donc, je suis évidemment
très mauvais termes avec les bourdieusiens, on ne se parle pas, quoi, mais on n'a juste pas l'occasion non plus de se croiser. De se rencontrer. Mais le laboratoire de Boltanski a explosé pour des raisons internes. Les Latouriens sont un peu dans leur monde, dans leur bulle. Bon, on ne se parle pas, quoi. On ne se parle plus. Alors, clôturons ce parcours momentanément, Nathalie Hennick. Donc, nous avons oublié peut-être une chose dans cette biographie. Il s'agit des maisons, de la maison. Alors, c'est j'allais dire, un peu comme chez Bachelard, enfin, disons, un lieu particulier pour vous, en même temps, j'allais dire universel, mais aussi décalé par rapport au reste de votre travail. Mais en tout cas, vous y êtes revenu plusieurs fois. Oui. En fait, j'ai aussi, parallèlement à mon travail de sociologue, c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'écrire. Enfin, j'ai toujours une veine littéraire qui me chatouille. Et donc, il se trouve que j'ai eu l'idée comme ça, à la fin des années 2000, d'un livre qui raconterait ma vie à travers les maisons que j'ai connues et que j'ai perdues. Et j'en ai fait un livre en 10 chapitres qui s'appelle « Maisons perdues » au pluriel, que j'ai adoré écrire. Pour moi, ça a été une expérience merveilleuse, qui a été très bien édité par Thierry Marchès en 2013. Et il a été publié l'année qui a suivi l'achat de la maison que j'ai achetée en 2012 au Chambon-sur-Lignon, et que j'ai du coup nommée La Retrouvée, en référence bien sûr à Maison perdue. Et puis, ayant écrit Maison perdue, j'ai eu envie de revenir sur la généalogie de mes deux familles que j'abordais rapidement dans Maison perdue et que j'ai développée dans Une histoire de France. Donc ça, c'était en 2018. Et ensuite, ayant eu l'expérience de ce que c'est que de faire une maison et de se trouver dans une maison où l'on est chez soi, j'ai eu envie de raconter cette expérience, et ça a été donc le 3e récit autobiographique intitulé « La maison qui soigne » et sous-titré « Histoire de la retrouver », qui est donc l'histoire de mon rapport très investi, disons, à cette maison que j'ai achetée alors qu'elle représentait tout ce que je détestais, du point de vue architectural et décoratif, et dont je me suis efforcée de faire un lieu qui me plaise. Et j'ai donc essayé dans ce livre de réfléchir à toutes les résonances affectives, psychiques, toutes les résonances, disons, que peut avoir le fait d'habiter une maison et de se sentir en même temps habité par elle. Alors vraiment le mot de la conclusion, parce qu'on a souvent comparé l'histoire de la retrouvée avec Marcel Proust, le titre nous y indique. Et je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que le temps retrouvé, c'est le temps retrouvé. C'est le temps qu'on retrouve. Vous retrouvez une maison. Et c'est une maison que vous avez recomposée, réhabitée, et un jardin dont vous parlez d'ailleurs fort bien, puisque le texte, je le disais, est très littéraire. Donc, je peux peut-être conclure par cette idée, Nathalie Hennick a retrouvé, non pas sa maison, mais la maison peut-être dont elle rêvait. Je ne sais pas si c'est la maison dont je rêvais, et je ne sais pas si je l'ai... Oui, parce qu'au début, vous dites, elle ne me plaît pas du tout. Ouais. Et puis, je ne l'ai pas retrouvée parce que je l'ai créée. Hein, je l'ai vraiment complètement recomposée, remodelée pour qu'elle me convienne. Mais je préfère terminer sur une anecdote. J'ai découvert les actes d'un colloque qui avait été consacré en 90, le premier colloque sur le sauvetage des Juifs au Chambon-sur-Lignon et dans la région pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il s'est trouvé que, outre une photo de mon père adolescent que j'ai trouvée dans ce livre, j'y ai trouvé un article d'un historien expliquant que les historiens essayent de retrouver les Juifs, les noms des Juifs qui ont été cachés pendant la guerre. Ils ont beaucoup de mal et qu'ils en ont fait la liste, et que cette liste, ils l'ont intitulée « Liste des retrouvés ». Et je ne le savais pas quand j'ai appelé ma maison La Retrouvée.